Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast Gatémerie et je suis Anne Gersard, votre hôte. Ce podcast porte un autre regard sur le sens que l'on donne à la réussite. Parce qu'au fond, qu'est-ce que réussir ? À quel moment on peut se dire que l'on a réussi notre vie ? Chaque lundi, nous partons à la quête du sens de la réussite avec des invités aux horizons divers. Ils sont cadres supérieurs, entrepreneurs, sportifs ou encore artistes, mais ce qui les réunit, c'est qu'ils semblent avoir trouvé leur vocation. On explore beaucoup de domaines, la musique, l'éducation, l'aéronautique, la restauration, mais aussi des sujets plus pointus, comme l'art de la prise de parole, les neurosciences et j'en passe. Pendant environ 1 heure, j'entre dans l'univers de mes invités pour découvrir l'envers du décor de leur parcours, notamment leurs questionnements, leurs doutes et leur processus de décision qui leur ont permis de redonner plus de sens à leur travail. Mon objectif est que vous tiriez le maximum d'enseignements de ces échanges pour vous en inspirer et ainsi vous rapprocher de votre propre réussite. Si ce podcast vous plaît, la meilleure façon de me donner un coup de main est de me mettre une note 5 étoiles sur Apple Podcast, car c'est comme ça que je peux me démarquer dans la jungle des podcasts, mais aussi d'en parler autour de vous, que ce soit à vos amis, vos collègues, sur les réseaux sociaux. Bref, vous êtes mes meilleurs ambassadeurs et ça me donnera un gros coup de boost. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année. Je vous souhaite une excellente année 2021. Et pour commencer l'année sur une note optimiste, j'ai l'immense plaisir de recevoir Florence Servan-Schreiber, l'experte en psychologie positive, auteure de nombreux best-sellers, dont 3 kiffs par jour, Power Patate, et son dernier livre Bloom, qui a pour ambition de donner à chacun l'envie d'écrire pour s'épanouir. Je devais publier cet épisode le 30 novembre et j'ai fait le choix de le reporter suite à la disparition de Jean-Louis Servan-Schreiber, le papa de Florence. J'en profite pour renouveler mes pensées affectueuses à Florence et à sa famille. Plus jeune, Florence cherchait sa voie dans le milieu artistique et décide de partir aux États-Unis pour faire du cinéma. Mais la Californie et le développement personnel ont eu raison d'elle. De retour en France, elle explore des métiers divers dont la création de sites internet et fera 6 ans de ridologie. Oui, ça existe, vous verrez dans l'épisode, avant de se tourner vers les études de psychologie positive qui deviennent sa passion. Dans cet épisode, Florence revient sur son cheminement pour trouver sa vocation. Elle nous parle de manière décomplexée de ses traversées du désert. On a bien sûr parlé de gratitude, de résilience et de super pouvoir. Vous allez voir, Florence est une bombe de dynamisme et d'optimisme. J'ai beaucoup rigolé pendant notre échange, mais je ne vous en dis pas plus et vous laisse écouter ma conversation avec Florence Servan-Schreiber. Bonjour Florence. Bonjour Inger. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Je suis vraiment ravie de vous avoir sur Gatémerie. Écoutez, c'est une joie pour moi aussi. Alors, moi, j'ai lu beaucoup de livres de Tony Robbins. Je ne suis pas forcément fan du personnage, mais voilà, j'ai lu beaucoup de livres et il parle beaucoup de sa marche sur le feu. Et je sais que vous l'avez faite, vous, à 19 ans, ce que je trouve dingue. Donc, j'ai 2 questions. La première, c'est comment vous avez atterri là-bas, à 19 ans, aux États-Unis, avec Tony Robbins? C'est ma première question. Et la deuxième, c'est qu'est-ce que vous avez appris de cette marche sur le feu? Qu'est-ce que vous en avez tiré? J'ai atterri chez Tony Robbins parce que j'ai vu une affiche. Donc, je vivais à ce moment-là à Los Angeles où je faisais mes études et j'ai vu une affiche sur un mur qui disait Fear into Power. Comment transformer sa peur en pouvoir. Venez vivre l'expérience de la marche sur le feu. Je pense que mon cerveau est ainsi fait que devant une proposition pareille, je me dis, et pourquoi pas? C'est-à-dire, c'était tellement dingue, j'avais jamais même entendu parler du fait que les gens marchaient sur le feu, etc. Donc, j'étais un peu portée, je pense, par l'atmosphère californienne, qui pousse toujours vers le haut et vers des choses différentes. J'étais dans un état comme ça d'ouverture maximale, probablement. Et je me suis inscrite. D'accord. Voilà. Ça s'est passé comme ça. Alors, la marche sur le feu, du coup, juste pour l'expliquer rapidement, c'est vous marchez sur le feu littéralement. Un énorme feu et qui va se consumer comme ça, un gros volume de bois qui va brûler et on attend que ça brûle pour que ça fasse de la braise. Et la braise est à 1000 degrés. Et donc ensuite, on étale la braise comme ça, en forme de long tapis qui va faire une dizaine de mètres probablement. Et on va marcher pieds nus sur ce lit de braise qui est à 1000 degrés.
C'est ça l'objectif. D'accord. Donc ça prend la soirée déjà parce que le feu, il faut d'abord qu'il ait brûlé tout le. Et puis c'est très symbolique évidemment. Voilà, tout le monde va allumer le feu, on se réunit autour du bois et tout ça. Et puis après, en tout cas avec Tony Robbins, on allait faire tout un tas de choses dans une salle qui était beaucoup à base de visualisation, d'ancrage, de moments dans nos vies où on avait été très puissants, très forts comme ça, très sur le coup et ainsi de suite, en fermant le poignet. D'accord. Et puis, quand on va marcher sur le feu, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on va solliciter tous ces ancrages. Donc, il y a à la fois la main fermée, il y a le fait de regarder en l'air. On se répète mousse fraîche, mousse fraîche, mousse fraîche, comme ça. Donc tous les sens sont mobilisés à autre chose. Ça marche, c'est-à-dire que c'est très 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 chaud. C'est encore plus chaud que si vous traversez une route goudronnée, pieds nus l'été. Vous voyez, non mais la sensation. L'été, oui, je vois très bien. C'est horrible. Voilà. Donc la sensation, c'est plus chaud. Mais ce qui est complètement fou, c'est qu'il y a donc, on vous réceptionne de l'autre côté pour vous dire de vous essuyer les pieds, parce que si on se déconcentre et qu'il reste une braise collée sur la plante des pieds, ça brûle. Voilà. Donc on s'essuie les pieds sur du gazon mouillé de l'autre côté, puis c'est fini. Et c'est fini. Et vous traversez 10 mètres de braise. Et c'est fait, exactement. Qu'est-ce que vous en avez tiré? Quel est le secret en fait derrière? Bon, alors d'abord, je pense que la chose la plus folle de cette expérience, c'est la sensation quand on arrive de l'autre côté. Ah ouais. Parce que quand tout à coup on se déconcentre et qu'on regarde derrière et qu'on se regarde sous les pieds, d'ailleurs, je tourne la tête, hein. J'y suis encore. À chaque fois que je parle de ça, je regarde encore, j'ai la tête qui tourne derrière moi. On regarde le dessous de ses pieds, on n'est pas brûlé, il s'est rien passé. On vient de défier l'impossible, quoi. On est dans un dessin animé. Bah ouais. Donc c'est assez génial, c'est complètement génial, c'est un high qu'aucune substance ne procure en fait. C'est ça, j'imagine, ouais. C'est une espèce de manifestation chimique dans le cerveau. Ça dure quelques instants, on dort pas très bien la nuit d'après, hein, il y a une espèce de décharge d'adrénaline quand même. Ça c'est l'effet que ça fait. Après je pense que votre question, c'est à quoi ça sert? Oui, ça sert et quel mécanisme en fait fait que on ne se brûle pas? Ah ça, je ne sais pas. D'accord. Je ne sais pas parce que la logique voudrait que ça brûle. Néanmoins, ça ne brûle pas. C'est quand même une pratique de peuples autochtones. Ça n'est pas Tony Robbins qui a inventé la marche sur le feu. Bien sûr. C'est quelque chose qu'on voit dans beaucoup de traditions de purification, un peu comme les samouraïs chauffaient leurs épées ou leurs lances sur du feu comme ça, sur une flamme et se la posaient sur la langue et ça ne les brûlait pas non plus. Donc il y a une forme de transe que l'on arrive à obtenir. Là, ce qui est marrant avec le dispositif notamment qu'utilise Tony Robbins ou d'autres gens qui font des marches sur le feu, c'est que c'est une transe très urbaine. C'est-à-dire que ce sont des gens dans une salle de réunion qui, avec un paperboard, vont se poser des questions et puis, au bout du compte, vont traverser un lit de braise. Donc, il y a quelque chose de contemporain et pas du tout intimidant où on se dit, bah oui, c'est pour quelqu'un comme moi. Ouais. Et ça, c'est possible du coup grâce aux ancrages, tous les exercices que vous faites avant. Tony Robbins se sert d'ancrage, mais je l'ai refait par la suite à Paris, D'accord. donc avec quelqu'un qui avait animé quelques marches sur le feu, etc., qui n'avait pas du tout la même méthode que Tony Robbins, ni le panache de Tony Robbins, parce que oui. Tony Robbins, tout est complètement mis en scène avec de la musique, il y avait la musique de Rocky avant de traverser et tout ça. Donc très théâtral, ouais. Et là, cet autre instructeur avait une méthode beaucoup plus basique. Où, en gros, on sautait en l'air et quand on retombait sur ses pieds, on tirait comme ça, on donnait un petit coup de coude en disant yes. Voilà, c'était la seule préparation. Et ça marchait aussi. Et ça a marché. Donc non, on n'a pas besoin de tout un décorum en fait. D'accord. Quelque chose qui est que on ne fera pas ce premier pas si on n'est pas convaincu qu'on ne va pas se brûler. Oui. Donc, il y a quand même quelque chose de l'ordre de la certitude et c'est ça la vraie leçon, en fait, et la seule leçon de cette affaire. C'est que à quoi m'a servi cette soirée-là dans le reste de ma vie et depuis. En fait, je crois que bien plus tard, parce que c'était il y a des décennies, ce qui me reste, c'est que face à quelque chose qui me semble difficile ou impossible ou pour lequel j'éprouve du trac ou de plus du trac que de l'inquiétude, d'ailleurs du trac, il y a une petite voix qui me dit, tu me rappelles qui a marché sur le feu déjà? Et ça m'aide à me dire, mais pourquoi aurais-je peur de passer un coup de fil à un client mécontent, par exemple, alors que j'ai pu traverser un lit de braise. Et ça me sert à ça, à me souvenir que ce que nous croyons, ou de ce dont nous sommes capables, va
évidemment faire une différence. Voilà, et ça me permet de me raccrocher au fait que j'ai fait une fois dans ma vie quelque chose d'impossible, donc il y a pas de raison que je ne puisse pas le refaire. Et ça me sert à ça. D'accord, non, très clair. Moi, j'aimerais bien que vous me définissiez quelques termes. Vous faites, vous, de la psychologie positive. Quand on parle de psychologie, on pense souvent aux pathologies. Est-ce que vous pouvez un peu me dire la différence entre la psychologie traditionnelle et la psychologie positive? Absolument. La psychologie est entièrement tournée vers les pathologies. D'accord. Entièrement. Ça, c'est son rôle. Elle est là pour nous guérir. Elle a été conçue pour comprendre le fonctionnement des êtres humains de manière à nous aider. La psychologie positive, c'est autre chose. C'est quelque chose qui est bien plus récent parce qu'il a fallu l'inventer, en fait. Ça ne coulait pas de source. Oui. Et c'est l'étude scientifique de l'épanouissement. Donc, c'est une forme de psychologie qui va se dérouler dans des laboratoires universitaires sous forme de mise en situation et d'études auxquelles on demande à des gens, à des sujets comme vous et moi de participer. Comme c'est souvent dans des universités, il y a beaucoup d'étudiants participent à ces études. Et ces études portent sur 3 choses, sur les personnalités, sur les comportements et sur les organisations qui marchent. Et en fait, cette fois-ci, l'idée est de comprendre d'un point de vue scientifique, mesurable, que l'on peut reproduire, comment ça marche quand ça marche. D'accord. C'est-à-dire quand on se sent bien, quand on réalise ses projets, quand on se sent relié aux autres, quand on est satisfait, quand on éprouve des satisfactions, quand on est créatif, quand on est amoureux, vous voyez tout ce qui est génial et fonctionnel, avec l'intention initiale de la psychologie positive, en tout cas l'initiation de cette démarche est venue parce que ces créateurs voulaient réfléchir à une psychologie préventive. Et leur intuition était de se dire, pour trouver quelque chose de préventif, il faut qu'on comprenne ce qui nous fait du bien et que l'on insiste sur ce qui nous fait du bien quand ça va, parce que comme ça, le jour où le vent tourne, on aura eu plus d'entraînement à appuyer, insister, solliciter, disposer des meilleurs morceaux de nous-mêmes. Super, ouais, très clair. S'intéresser à ce qui va, l'exercer au maximum pour qu'un jour, s'il y a une catastrophe, on connaît les ressources nécessaires pour y faire face. C'est ça. On ait des réflexes qui soient plus accessibles que si en plus de ça, à cette occasion, non seulement c'est la catastrophe, mais en plus de ça, il faut déterminer au même moment ce qui va nous permettre d'aller mieux. Donc ça fait beaucoup d'un coup. Ouais. Donc si on s'est déjà entraîné, peut-être ça nous aura non seulement préservé, mais surtout aidé à nous remettre sur pattes. Complètement. Et on vous appelle le professeur Bonheur. Il y a des profs de maths, il y a des profs de français, et moi je viens en fait raconter ce que les études ont déterminé, comme une équation de maths ou une règle de grammaire. Il y a des choses qui sont observées et je viens les raconter. Ça n'est pas parce que je suis plus douée au bonheur que quelqu'un d'autre, c'est juste parce qu'il y a des choses que je prends la peine d'apprendre et que je viens ensuite raconter. Super. Et vous parlez souvent de gratitude avec vos 3 kiffs par jour. J'aimerais un peu m'attarder là-dessus, car moi, c'est un exercice que je fais depuis 2 ans et ça m'a beaucoup aidé. J'en parle autour de moi, mais je ne l'expliquerai jamais si bien que vous. Est-ce que vous pouvez un peu me dire quels sont les effets positifs de la gratitude et pourquoi nous devrions la pratiquer chaque jour? La gratitude, donc alors, juste pour bien préciser ce que c'est en général, ça commence par quelque chose d'agréable qui nous arrive, que nous vivons, que nous ressentons, que nous goûtons, et qui en fait mobilise nos sens. Et si on s'arrête là, c'est juste un plaisir. D'accord. La gratitude, c'est d'emmener ce plaisir une étape plus loin et de juste s'arrêter un instant et de se dire, tiens, pour ça, donc par exemple pour la conversation que nous sommes en train d'avoir toutes les deux, merci. Et merci, c'est soit un merci un peu universel comme ça, voilà, soit une entité supérieure, soit un univers qui nous dépasse, soit c'est de remercier quelqu'un, tout simplement. Donc Anger, merci pour cette invitation. Elle fait une différence dans ma vie parce qu'elle me permet justement de parler de ce qui me passionne. Donc je vous remercie pour ça. Qui, vous voyez, n'est pas un remerciement de politesse. Ouais. C'est-à-dire, c'est pas juste ok, merci pour l'opportunité. C'est quand vous faites ça pour moi. Ça me permet par exemple, ça me permet de m'exprimer. Et je vous remercie pour ça. J'éprouve de la gratitude parce que vous me proposez cette situation-là. Et à ce moment-là, quand on pratique cet exercice, on réalise
la quantité de choses qui proviennent de l'extérieur de nous. Quand vous dites je vous remercie, la personne n'est même pas censée le savoir, non? Alors, rien n'empêche de le dire. D'accord. Simplement, c'est pas complètement dans nos mœurs. Oui, c'est ça. C'est pas quelque chose qu'on fait très souvent. Mais déjà, il y a plusieurs stades. Il y a éprouver de la gratitude, qui est évidemment le premier. Et c'est ça qui va faire une différence dans la qualité de votre vie pour vous-même, parce que c'est une lecture des mêmes événements, sauf que notre cerveau est câblé pour percevoir en priorité tout ce qui est négatif. Donc, nous enchaînons dans le souvenir de notre journée beaucoup plus les accros, les complications, les difficultés que ce qui a été formidable. Oui. Ça demande un effort, en fait. Donc, en faisant cet effort, c'est la qualité de notre expérience déjà qui augmente naturellement sans qu'il ait eu à se produire quoi que ce soit d'autre que la réalité. D'accord, je vois, très clair. C'est ça qui est génial, c'est que on se dit je veux être plus heureux, alors je veux être plus heureux, supposerait que et alors on a tous une liste qui est longue comme les 2 bras de choses à changer, de gens à rencontrer, de gens à faire disparaître. Mais en fait, alors bien sûr, on peut modifier ces circonstances et parfois il est important de le faire. Mais la plupart du temps, c'est une lecture et une hiérarchisation différente de ce qui a bien pu nous arriver dans une journée. Et l'exercice de 3 kiffs par jour, donc je n'ai fait qu'appeler ça des kiffs parce qu'en fait, c'est quelque chose qui est complètement démontré par des laboratoires. Je n'ai à aucun moment inventé cette pratique. Je l'ai juste repérée dans la masse. C'est de se demander tous les soirs quelles sont 3 choses pour lesquelles j'ai envie de dire merci. Et en faisant ça, notre perception de la vie s'enrichit. Ça nous rend plus altruistes parce que on se sent plus riche, en fait, et ça nous incite à nous tourner beaucoup plus vers les autres. Ça donne confiance dans la vie, confiance en soi, confiance dans son environnement. Et parce qu'on finit par se dire quand même, s'il m'est arrivé des choses comme ça, j'ai bien dû faire quelque chose, j'ai bien dû participer d'une façon ou d'une autre à cet élan-là, donc ça rassure. Et le truc le plus fou, mais des plus fous, c'est que ça renforce complètement notre système immunitaire et donc notre longévité. Ah oui. Et il y a une étude qui démontre que lorsque l'on pratique la gratitude, c'est-à-dire c'est l'éprouver et éventuellement la partager, on peut gagner jusqu'à 7 ans d'espérance de vie. Énorme. Ouais, c'est énorme. Et juste en termes pratico-pratiques, ça peut être très trivial, hein, on est d'accord. Ça peut être un sourire d'une personne dans la rue, etc. Ah, mais c'est complètement trivial. La plupart du temps, c'est complètement trivial parce que les faits saillants, déjà, on les rate pas. Si vraiment il s'est passé un truc complètement génial, impossible de le rater et la gratitude vous viendra naturellement. Donc, c'est aussi et beaucoup pour les tout petits trucs de rien du tout. C'est le métro qui arrive en même temps que vous sur le quai. Vous voyez, vous arrivez sur le quai du métro, le métro arrive. Donc, on peut ne pas le voir. On peut considérer que c'est normal. On peut se dire, non, je suis passé au bon moment. Ou on peut se dire, mais c'est top. Ouais. Donc, on le fait à quel moment de la journée? C'est mieux de le faire avant de se coucher, c'est ça? On le fait quand on veut, mais si on le fait le soir, c'est plus facile parce qu'il y a eu plus d'expérience. C'est vrai. Et si on a des enfants, on le fait avec les enfants à table. Vous voyez, toutes les classes de France devraient faire ça lorsque les enfants arrivent, ne serait-ce que le matin, pour savoir comment ils se sentent et les orienter là-dessus. Parce que le cerveau est beaucoup plus disponible. Quand on fait ça, en fait, on est beaucoup plus disponible à en capter plus, à raisonner, à réfléchir. Ça rend plus intelligent. Ouais. Non, mais en tout cas, moi, je le fais depuis 2 ans et je partage tout ce que vous dites. Hein. Je savais pas que je pouvais gagner cette expérience de vie. Si, c'est en train de se passer. Ça me fait plaisir. Alors, vous êtes aussi conférencière, vous animez des ateliers dans les entreprises. C'est ça. Moi, j'échange avec beaucoup de personnes de ma génération qui se sentent pas vraiment à l'aise au travail. Et quand on échange, on me dit le plus dur, c'est la connaissance de soi. Vous parlez souvent du concept de super pouvoir. Est-ce que vous pouvez en dire plus? Je crois que ce que vous entendez par la connaissance de soi, c'est est-ce qu'on se trompe d'orientation d'univers, voilà. En fait, comment on trouve du sens à ce qu'on Exactement. fait. Les super pouvoirs, donc c'est une idée intéressante qui justement dans le cadre de ces études en développement de nos capacités, les chercheurs se sont rendus compte que on avait très bien identifié les pathologies, par exemple en psychologie, mais que personne ne s'était penché sur ce que pouvaient être les qualités humaines.
Leur recherche initiale a été de se dire quelles sont finalement les valeurs qui nous habitent, mais qui nous habitent de manière universelle, c'est-à-dire qui ne soient pas dépendantes de notre éducation ou du bocal dans lequel nous sommes. Donc, ils sont partis à la recherche de ça et ils ont identifié 24 valeurs, ils ont appelé ça comme ça, mais qui en fait ressemblaient furieusement à des qualités et des qualités comportementales, des qualités de perception, etc. Donc, ils ont appelé ça des forces de caractère et un super pouvoir. Alors, il y a d'autres sources de super pouvoirs, mais en tout cas, celle-là est très facile à appréhender parce que ils ont listé ces 24 qualités et qu'il est possible d'aller, en répondant à un questionnaire, valider quelles sont les nôtres parce que finalement, on les connaît, Ouais. Non, il nous manque du vocabulaire souvent. Vous voyez, C'est parce vrai. que c'est pas des conversations qu'on a. On dit toujours aux gens, qu'est-ce que tu sais faire? Mais on ne demande jamais aux gens, comment fais-tu les choses naturellement? Et là, il s'agit de comment fais-tu les choses naturellement? Qu'est-ce qui te porte? Qu'est-ce qui fait que tu vas faire un effort? Pourquoi vas-tu faire un effort? Qui n'a rien à voir avec qu'est-ce que tu sais faire. Et donc, un super pouvoir, c'est lorsque l'on connaît ses ressorts, ses propres ressorts, c'est de vérifier lorsqu'on est face à une difficulté, lorsqu'on est face à une perte de sens, lorsqu'on est face aussi à une réussite, pour la comprendre, c'est quels sont finalement les ressorts et les boutons sur lesquels j'ai appuyé. Et une fois que c'est identifié, eh bien, ça permet, en cas de nouveau, lorsque le vent se lèvera, de savoir sur quel bouton appuyer. Intéressant. Je sais pas si vous avez 2 ou 3 conseils à partager pour muscler sa résilience. Vous voyez, comment on peut détecter ces super pouvoirs-là? La résilience est nécessaire quand les problèmes s'accumulent, c'est-à-dire nous sommes encore en pleine manifestation de cette Covid, je crois qu'on dit cette, pas pourquoi ce truc a viré au féminin, donc ce Covid, il n'y a aucune raison que ce soit une fille. C'est clair. Et justement, quelle est la part d'importance de nos super pouvoirs dans un moment comme ça? D'abord, il faut savoir que dès que les problèmes surgissent, on oublie qu'on a des super pouvoirs. Ça, c'est le premier réflexe. D'accord. Justement, vous parlez d'impuissance, c'est un mot très juste, c'est qu'on se sent extrêmement ballotté, et lorsqu'on se sent ballotté, c'est que nous avons perdu le contact avec ce qu'est notre mode de fonctionnement. Donc en fait, on a besoin de reconvoquer ce que l'on sait être notre base la plus solide. Et notre base la plus solide, alors je vais vous donner un exemple pour que vous puissiez le comprendre. D'accord. Donc vous l'avez dit il y a un instant, je suis conférencière, j'anime des ateliers. Je suis obligée de mettre cette phrase au passé. Alors c'est mon métier. Mon métier a disparu, c'est-à-dire que aujourd'hui, plus aucune entreprise, en tout cas en ce moment, ne prend le risque de réunir des collaborateurs dans une salle. Le métier que j'exerçais jusque-là, c'était en fait d'insuffler de la connaissance, par la connaissance, une énergie, une motivation, une envie, un sens, quelque chose de collectif, un langage commun, etc. Plus personne ne fait ça. Donc, ça n'existe plus. Les ateliers, c'est pareil, ça n'existe plus. Donc, pour l'instant, ça n'existe plus. Donc, je n'ai tout simplement plus de métier, plus de travail. Dans un cas comme celui-là, évidemment, mon premier réflexe, c'est d'abord d'être inquiète, puis paniquer, puis résignée. Enfin bon, c'est tous les principes du deuil. La seule solution que je peux avoir face à ça, c'est de me dire, bon, ok ma vieille, donc tes super pouvoirs, pour le coup, tu les connais. Et comment me sortir de cette situation? Je peux pas claquer des doigts en disant c'est fini, le ou la Covid est parti. Ça va prendre du temps. Je dialogue aussi avec mes consoeurs et confrères. On est tous absolument dans le même cas. Il n'y a plus rien. Donc, ma première qualité et ma première force de caractère, c'est-à-dire ce qui m'anime le plus facilement, c'est la curiosité. Curiosité, donc, consiste à aller apprendre quelque chose. Ouais. Donc, je sais que mon seul salut et la seule façon pour moi de trouver un chemin de sortie, ou en tout cas un chemin de lumière, c'est d'aller activer cette curiosité. Donc, en ce moment, ma vraie question, c'est qu'est-ce que j'ai envie d'apprendre? Génial. Et donc, en répondant à cette question-là, je sais que c'est ça qui va me permettre d'activer cette résilience dont vous parlez, parce que c'est comme ça que mon caoutchouc peut reprendre sa forme. Et donc, c'est précieux de savoir ça. Bien sûr.
Parce que je pourrais être en train de me dire, bon, qu'est-ce qui est connexe aux conférences, je pourrais être en train de raisonner comme le ferait quelqu'un qui aurait plutôt une force de caractère qui s'appelle la persévérance, que je n'ai pas du tout, qui est de s'atteler à quelque chose et de s'y cramponner jusqu'à ce que ça marche. De pas lâcher. Chez moi, c'est pas du tout un ressort. Donc, mais c'est un réflexe que j'ai de me dire, bon, allez, vas-y, accroche-toi, fais, je sais pas quoi, des marches, machin. Mais ça y est, l'âge aide, hein. L'âge et les gamelles précédentes aident. Je sais mieux comment m'y prendre et je sais que c'est uniquement en allant apprendre quelque chose que ça va bien se passer. Ok, super. Donc là, j'ai passé à votre parcours, mais juste avant, j'avais une question par rapport aux entreprises, parce que vous animiez, du coup, au passé, des conférences en entreprise. Vous venez pour mettre de l'énergie, pour insuffler du sens. Quel est votre constat, en fait, par rapport à tout ça? Alors, j'ai la chance de travailler sur un sujet qui n'impose pas le malaise. C'est-à-dire que mon sujet et mon angle d'approche, c'est l'épanouissement. L'épanouissement, ça n'est pas la réparation, mais c'est quelque chose qui vient en plus. Donc, ça ne veut pas dire que c'est parfait, mais en tout cas, c'est vraiment de s'offrir la possibilité que ce soit mieux que juste bien. C'est que ce soit mieux. C'est quand même ça, l'énergie de ce que je viens partager. Mais il y a beaucoup de souffrance dans les entreprises, comme il y a beaucoup d'épanouissement dans les entreprises. C'est-à-dire que c'est pour moi un miroir de la vie réelle. La vie réelle est difficile. Et nous ne sommes pas toujours dans des situations qui nous conviennent, que ce soit sur le plan professionnel, que ce soit sur le plan familial, sur le plan amoureux, sur le plan financier. Il y a vraiment énormément de choses qui vont varier et qui ne sont pas toujours là. Mais il se trouve quand même que là où nous travaillons, nous y passons, en tout cas nous y passions là aussi, parce que maintenant on peut rester chez soi, mais nous y passions énormément de temps. Donc c'est une loupe énorme. Et ce que nous éprouvons, si jamais ça ne va pas, est beaucoup, beaucoup plus important que si ça va. C'est-à-dire que si ça va, on est content de travailler là où on travaille et puis ça passe. Ou alors on s'éclate, parce qu'il y a aussi des gens qui s'éclatent. Il faut pas oublier ça. Mais si jamais ça ne va pas, c'est assez difficile. Et comme nous nous sommes préparés pour embrasser certains univers ou certaines carrières ou certaines filières, si jamais ça colle pas, en fait, on est assez emmerdé. Et on est assez coincé. Et c'est là qu'il y a de la souffrance. Et cette souffrance peut venir soit de relations qui sont bancales, parce que très souvent c'est quand même ça, soit d'utilisation justement de nos qualités qui sont en étant sous-utilisées ou pas utilisées du tout, ou en vous demandant d'utiliser le contraire de ce que vous êtes, ça peut devenir en effet extrêmement pénible. Mais il y a une part de responsabilité, à la fois, c'est vrai, de l'entreprise, mais aussi de chacune et chacun dans notre parcours. Et quand ça ne va pas, c'est difficile à faire, mais il faut se débrouiller pour pas rester. Ouais, non, mais je suis d'accord avec vous. Hein. Pour moi, sur ça, vous prêchez une convaincue là-dessus que la responsabilité, elle est des deux côtés. Mais surtout, une fois de plus, on a toujours tendance à regarder les choses en se disant si ça ne va pas, mais si on les tourne à l'envers en se disant et si c'était super, ça serait comment? Et ça pourrait être quoi? Et c'est assez difficile à envisager, mais ça, c'est une énergie qui donne le courage de prendre des décisions difficiles et de soit claquer des portes, soit sortir sans faire trop de bruit. Mais c'est ça l'objectif. Ça n'est pas juste de réparer, sauf que parfois on a besoin de se réparer avant de pouvoir trouver cette force-là. Ouais. Mais il faut vraiment tourner les choses à l'envers en se disant comment puis-je me mettre dans une situation, créer une situation qui va vraiment me nourrir intérieurement, parce que il n'y a qu'un passage. Si on regarde bien, jusqu'à preuve du contraire, la réincarnation n'est pas encore complètement démontrée, donc puisque c'est ce coup-là, choisissons la qualité. En tout cas, visons la qualité. Voilà. Ça. Florence, j'aimerais bien revenir sur votre parcours et comment vous avez trouvé votre chemin jusqu'ici. Est-ce que vous pouvez me raconter comment était votre enfance et à quoi vous aspiriez quand vous étiez plus jeune? Mon enfance était rythmée par l'école, mes copains et mes cousins. D'accord. Vous voyez, bon, voilà. Donc, à l'école, je préférais de loin mes copines au cursus scolaire. D'accord. Donc c'était vraiment pour moi un endroit de sociabilité. J'aimais pas particulièrement ce qu'on m'apprenait, ce qu'on m'y enseignait. J'étais une élève assez moyenne. J'avais une sœur aînée qui était très forte, très bonne élève, etc. Donc je lui ai laissé ça. Et moi j'ai plutôt opté pour la rébellion douce. D'accord. Vous voyez, je suis une punk à fleurs, c'est-à-dire que si je peux contourner l'instruction, mais je vais pas foutre le feu.
Donc j'ai organisé mon univers, mais parfois c'était assez médiocre sur le plan scolaire, parfois c'était moyen. J'adorais le cours de théâtre. Ça, c'était le seul truc que j'aimais bien. Voilà. Je détestais la gym. Je suis jamais arrivée à monter à la corde. Enfin, des trucs comme ça. Je garde pas un souvenir ému de ma scolarité. D'accord. Et vous rêviez de devenir quoi? Est-ce que vous aviez une aspiration particulière quand vous étiez petite? Alors oui, on m'a posé la question il y a pas très longtemps et vraiment j'ai jamais su bien répondre à ça, mais j'ai fini par trouver une image. C'était justement j'allais avoir 50 ans et on m'a posé cette question et je me suis avouée que ce que je voulais être, c'était Julie Andrews. C'est vrai. Voilà, Julie Andrews, c'est une comédienne anglaise qui a joué dans beaucoup de comédies musicales, qui a fait beaucoup de théâtre déjà enfant. Elle chantait, elle dansait, etc. Je la trouve sublime. Elle incarne un de mes rôles préférés au cinéma, qui est celle qui est le rôle de Maria dans La Mélodie du Bonheur. Et donc c'est ça. Donc je voulais chanter, danser sur scène en anglais. D'accord, super. Et après votre bac, vos études supérieures, est-ce que c'est pour ça que vous êtes partie aux États-Unis? Oui, c'est pour ça que je suis partie aux États-Unis. J'avais beaucoup de difficultés à trouver ma voie. Je cherchais quelque chose d'artistique. Je me suis plantée 2 années de suite. J'ai eu mon bac assez jeune, donc j'étais pas très orientée, on va dire. Oui. Je venais d'avoir 17 ans, donc j'avais aucune idée de ce que je voulais faire. J'ai tenté une école d'art, ça n'a absolument pas marché. Je suis incapable de tenir un crayon. Tout ça un peu zoné. Et finalement, je suis partie aux États-Unis en pensant vouloir faire des études de cinéma. D'accord. Parce que ça avait l'air pas trop académique, le cinéma. Oui. Donc je me suis dit ça peut être sympa à apprendre, et c'est comme ça que je me suis retrouvée en Californie. Et en Californie, j'ai croisé le développement personnel, la psychologie, Tony Robbins, enfin tout ce courant là-bas qui est particulièrement développé. Ouais. J'avais en fait jamais vraiment eu envie de faire du cinéma, si ce n'est que ça n'avait pas l'air d'être académique. Et donc là, j'ai complètement changé de filière et j'ai étudié la psychologie là-bas. Ok, super. J'ai eu quand même du mal à suivre un peu la chronologie de votre parcours par rapport à vos différentes expériences, je dois l'avouer. Donc vous allez me raconter tout ça. Je sais que vous avez eu une expérience de 6 ans en ridologie, puis une reconversion vers la création de sites internet. Est-ce que vous pouvez me dire déjà, qu'est-ce qui vous a motivé à faire de la ridologie? M'expliquez ce que c'est déjà. Alors, quand je suis rentrée des États-Unis, mon premier job a été de faire de la formation auprès des entreprises déjà. Donc, c'était déjà ça, mon truc d'aller partager. C'était sur la qualité de service. D'accord. Revenant justement des États-Unis dans les années 80, fin des années 80. D'ailleurs, pourquoi vous êtes rentrée? Le sens de l'humour français me manquait. D'accord, très bien. C'est-à-dire, j'aime beaucoup de choses aux États-Unis, un peu moins en ce moment, mais j'aime beaucoup de choses aux États-Unis. Mais il y a une chose qui me manque, c'est le cynisme, la mauvaise humeur et le droit de se moquer, non seulement de soi-même, mais des uns et des autres. Et de râler. C'est ça. Super. Et vous êtes resté combien de temps aux États-Unis, en tout? Dans ma vie, j'ai dû vivre 6 ans aux États-Unis, puisque j'avais déjà vécu enfant un petit morceau, etc. D'accord. Donc, vraiment, c'est un endroit qui m'est très familier, mais je me poilais pas assez, quoi. Et donc, j'avais envie de retrouver un peu ce mauvais esprit qui donne du relief à tout ce qu'on vit. Donc, j'ai fait ça. Je crois que un des sujets qui vous habite, c'est le burn-out de 30 ans. Donc, rassurez-vous, ça n'est pas un phénomène nouveau. D'accord. À 30 ans, j'ai donc fait un burn-out. Alors, ça s'appelait pas comme ça s'appelait encore une dépression à ce moment-là. D'accord. Je venais d'avoir mon 2e enfant, je travaillais comme ça, j'avais un métier qui me plaisait, mais en fait, je n'en pouvais plus. Il avait perdu du sens pour moi. Il est trop répétitif et j'étais complètement paumée. Et donc, je me suis retrouvée, donc, à la rue, en n'ayant absolument aucune idée de ce que je voulais faire. Et il se trouve que j'avais besoin de rideaux pour ma maison dans laquelle je venais d'emménager, et j'ai pris un cours pour apprendre à faire des rideaux, et ça m'a complètement éclatée. Dingue. Et c'est comme ça que je suis devenue ridologue, c'est-à-dire spécialiste des rideaux. Alors, j'ai à mon tour enseigné le fait de faire des rideaux. À ce moment-là, je crois, pour retrouver justement un peu de sens, de faire quelque chose de manuel. Oui. Je viens d'une famille extrêmement intellectuelle. Alors, ça, on n'en a pas parlé, mais la pression chez nous, quand même si ma scolarité était moyenne, la pression était quand même là. Hein. Donc, oui, c'est vrai, c'est une question que je pose. Quelle était la vision de vos parents sur vos études ? Oh, une espèce de déception molle à laquelle ils ont dû s'habituer. Je pense que leurs attentes sont un peu nivelées, se sont dénivelées à mon contact. En fait, quand même, il y a quand même chez nous une pression plutôt intello.
Et j'ai donc éprouvé vraiment le besoin de faire quelque chose qui ne le soit pas du tout et qui était donc ce travail très manuel et en fait très créatif. Et c'est ça que je suis venue chercher sans savoir que c'est ce que je cherchais. C'était une liberté d'invention que j'ai donc beaucoup développé avec ces maîtres de tissu. C'était vraiment quelque chose où j'avais des idées me venaient de choses que j'avais vues nulle part ailleurs. Donc pour moi la création c'est ça, hein, c'est quand même une espèce de sensation assez géniale de transformer des choses. Mais c'était très artisanal et puis je crois que ma culture, qu'elle soit personnelle ou familiale, enfin a fini par me rattraper et donc ça n'a duré qu'un temps cette affaire. Mais quand même ça a duré plusieurs années. Ça a duré plusieurs années. Ça m'a permis justement de développer cette part créative chez moi que j'ai pu immédiatement appliquer à la conception de site internet. D'accord. Moi, j'ai une notion que j'appelle un peu la traversée du désert. Vous savez, c'est ce moment, je pense que quand vous avez eu votre burn-out juste avant de découvrir la ridologie, est-ce que vous avez fait des choses pour trouver votre voie? Alors, lors de ce premier épisode, pas grand-chose. J'ai juste flippé beaucoup. D'accord. Et puis j'avais des très petits enfants à la maison puisque je venais d'avoir un bébé, c'était le deuxième, etc. Ça aussi, on n'en parle pas toujours, mais l'arrivée des enfants provoque aussi ce genre de choses. Hein. Donc déjà, on a des doutes sur sa carrière, mais en plus sur sa famille, sur soi-même. Enfin, c'est quand même la grande redéfinition. Donc à ce moment-là, non, pas trop, si ce n'est d'être allé apprendre à faire des rideaux et d'essayer de me soigner le mieux possible. D'accord. Mais en revanche, ça m'a repris. C'est-à-dire que à peu près toutes les décennies, je me fais un bon virage bien serré, très abrasif, et donc ça a recommencé. C'est-à-dire que j'ai eu un deuxième épisode de cette nature. Quand ça? Ça, c'était il y a 10 ans. Juste avant d'écrire 3 kiffs par jour, en fait, j'ai écrit 3 kiffs par jour dans cet état-là et dans cette recherche-là. D'accord. Ça s'est présenté à ce moment-là, puisque là cette fois-ci, donc alors. Par la suite, juste pour raccourcir l'affaire, j'ai donc développé des sites internet lorsqu'Internet est arrivé. En fait, il faut savoir que je suis toujours très attirée par les choses embryonnaires qui existent à peine. Et donc, alors pour moi, les rideaux, c'était complètement embryonnaire parce que ça n'existait pas du tout. Donc c'était chouette. Le développement personnel en Californie, de la même façon, c'était embryonnaire pour la France parce que c'est quelque chose qui est venu bien plus tard chez nous. Donc j'ai contribué au fait que ça puisse arriver aussi. J'étais ravie de ramener ça. Et Internet s'est pointé. Internet, donc c'était complètement neuf. Donc je me suis jetée là-dedans à corps perdu parce que on pouvait absolument tout inventer. On pouvait créer son métier, on pouvait inventer. Enfin voilà, c'était d'une liberté absolue. Et puis ça a duré un moment. Mais là aussi, au bout d'un temps, lorsqu'on défriche de manière assez autodidacte, comme je le fais, un certain nombre de nouveaux métiers, arrivent plus tard des gens qui sont formés à ces métiers-là. Et donc, j'ai commencé moi-même à engager des gens pour travailler avec moi qui étaient 7 fois plus formés que moi et plus compétents, etc. Et tout de suite, ça m'intéressait moins, en fait. Bien sûr. Parce que ça commençait vraiment à se professionnaliser. Donc, ça avait quand même tenu une bonne dizaine d'années. Et donc, de nouveau, j'étais larguée. C'est-à-dire que mes cycles sont comme ça. Je m'intéresse à un sujet qui est nouveau, pour lequel je me passionne. Les heures de vol vont évidemment m'aider à le dominer, à le maîtriser, etc. Puis au bout d'un moment, ça s'essouffle, ouais. Voilà, ça perd un peu de son sens et de son attrait. Et alors à ce moment-là, d'abord je travaillais pour une plus grosse entreprise et les entreprises quand même mettent à votre disposition quand ils vous licencient un certain nombre de ressources telles que bilan de compétences et compagnie. Donc je me suis dit que j'allais faire ça. Et j'ai donc fait un bilan de compétences. Ça a duré longtemps. C'était pas inintéressant. Ça m'a permis de tuer un peu le temps parce que en fait, non, mais alors surtout à la fin du bilan de compétences, la dame m'a dit, écoutez, Florence, bon voilà, avec vous, ça va être un petit peu plus long que ce que j'avais prévu parce qu'en fait, elle avait pas trouvé du tout, quoi. Et c'est ça. Et nous n'avions pas trouvé du tout. Mais je dois dire, avec le recul, elle m'avait donc fait un espèce de résumé qui, en le lisant à ce moment-là, relevait pour moi de la divination, c'est-à-dire que ce qu'elle décrivait, non seulement je ne le connaissais pas, mais je ne l'avais pas vécu, je pouvais le raccrocher absolument strictement à rien. Sauf que, ce qui s'est produit, c'est que pendant ce temps-là, j'avais moi-même commencé de nouveau, par curiosité, à étudier la psychologie positive, mais ça, c'était vraiment à côté. Comment vous êtes tombée dans la marmite de la psychologie positive ?
J'ai découvert la psychologie positive dans le livre de mon cousin David Servan-Schreiber, qui était psychiatre. D'accord. Et qui a écrit un livre qui s'appelle Guérir de la dépression sans médicaments ni thérapie. Et il énumérait comme ça un certain nombre de pratiques possibles. Et je découvre donc l'existence de Martin Seligman, fondateur de la psychologie positive, puisque lui-même l'avait rencontré aux États-Unis, il en parlait. Oui. Donc j'étais allée m'inscrire sur un certain nombre de sites d'universités américaines qui permettent de participer à des études, parce que c'est vraiment ça, hein, la psychologie positive. Ce sont des études en principe. Et parce que j'étais inscrite sur une liste comme ça, j'ai reçu la proposition par mail de participer à un cours d'introduction à la psychologie positive donné par Tal Ben-Shahar, qui était le professeur à ce moment-là de l'université de Harvard. D'accord. Et il avait créé un cours pour l'université de Pennsylvanie, qui était un cours en ligne. Et comme je m'emmerdais ferme dans ce dernier boulot qui n'était plus du tout pour moi et où j'y étais très mal, je me suis inscrite à ça un peu pour passer le temps en fait. Et c'est comme ça que j'ai découvert, c'est la marmite, voilà, je suis tombée dans cette marmite-là, j'ai été complètement passionnée. Donc, je faisais mon bilan de compétences et ça, c'était mon occupation de jour, vous voyez, c'est ce que j'avais à faire en tant que chômeuse, c'était ça ma responsabilité, ma mission. Et puis, mais pendant ce temps-là, pour me distraire, je suivais ce cours de psychologie positive et en fait, c'est lui qui a pris le dessus. Donc, c'est là où je me suis retrouvée emportée. C'est pour ça que je sais maintenant que c'est plutôt en m'intéressant à un sujet périphérique et sans être en train d'absolument essayer de résoudre le problème que quelque chose va se passer. Et que je vais être emportée par un élan plutôt qu'une obligation. Mais après, ce qui aide aussi, c'est que vous prenez aussi le temps d'analyser votre passé. Vous voyez ce que je veux dire ? Parce que beaucoup de gens aussi ont la tête dans le guidon et n'ont même pas le temps de faire un bilan de leur expérience passée pour savoir qu'est-ce qui a marché et qu'est-ce qui n'a pas marché. Ah oui, mais enfin ça c'est grâce au chômage, soyons clairs. C'est que quand vous êtes viré, on vous propose des outils. J'y serais probablement pas allée. En fait, ce que je veux dire, c'est par exemple quand vous dites maintenant je sais que c'est par la curiosité que j'arrive à me relever des choses, c'est de ça dont je parle. Hein. Ah oui. Non, alors oui, un petit peu d'analyse, mais une fois de plus, vous l'aurez donc compris, j'ai plus de 50 ans, donc il y a quand même, j'ai eu plusieurs accidents industriels professionnellement. Il faut bien que ça serve à quelque chose. D'accord. D'ailleurs, cette nouvelle crise qui se présente là, cette Covid, cette saloperie, ça c'était pas prévu parce que là maintenant, je me retrouve de nouveau en crise professionnelle dans un moment où tout allait formidablement bien. D'ailleurs, c'est ma prochaine question. Bonne transition. Martin Seligman dit que la psychologie positive, c'est la science qui étudie ce qui donne un sens à la vie. Moi, il y a une notion que j'adore, c'est la notion de sweet spot. Cet endroit où on se sent à l'aise, on est vraiment dans notre élément. Oui. Est-ce que vous pouvez me dire aujourd'hui, avec toutes vos activités, en quoi vous vous sentez à votre place ? Je cesse de me poser des questions parce qu'en fait pour moi c'est ça le sweet spot, c'est quand j'arrête moi-même de me poser des questions et de me faire des reproches, quand je propose quoi que ce soit ou je suis en train de même suer sang et eau sur quoi que ce soit qui va nous alléger la vie. C'est vraiment mon truc. Donc, ça peut être en train de cuisiner quelque chose qui va être super bon. Ça peut être en train de me marrer avec des gens parce que ça c'est vraiment ça allège la vie. Ça peut être en train d'écrire un texte qui va justement servir à communiquer quelque chose. Ça peut être lorsque je suis sur scène et que vraiment je cherche mes mots pour exprimer les choses de façon la plus fluide et limpide possible pour que les yeux s'allument en face de moi. Donc, ça va se retrouver dans tout un tas de moments de l'existence. C'est un peu ces moments où on fait l'amour avec son travail. Bien sûr. Voilà. Il y a une danse avec ce qu'on est en train de faire qui fait qu'on est bien, qu'on prend du plaisir ou que c'est difficile parce qu'il y a une forme vraiment d'effort aussi. C'est impliquant. Voilà, j'aime être emportée par ce que je fais. Voilà, c'est un peu la notion de flow. Hein. Je pense que vous connaissez de se sentir dans son élément, de faire un peu d'effort et surtout de prendre pied à ce qu'on fait. C'est ça. Super. Je vais passer sur les questions rituelles que j'appelle le tamis de Gatémery. Est-ce que vous pouvez me dire, pendant vos différentes transitions, quelle a été votre plus grande peur et comment vous l'avez surmontée ? Ma plus grande peur, il y a une voix qui, lorsque des choses commencent à déconner chez moi, je me dis c'est foutu. D'accord. Voilà, donc ma plus grande peur, c'est que ce soit foutu, c'est-à-dire que ce soit terminé, fini, fermé. J'ai une très très grosse difficulté à supporter cette idée-là. Il y a des gens qui adorent dire mais non, je plaque tout et je pars et tout ça. Mais je ne termine rien. Je n'arrête jamais rien, donc les choses s'arrêtent pour moi. D'accord. C'est comme ça que je m'y retrouve confrontée. C'est jamais moi qui vais proposer la rupture, vous voyez, par exemple. Ouais. Mais en revanche, une fois qu'on a rompu avec moi, je sais que j'ai des ressources. D'accord, vous arrivez à tourner la page. À ce moment-là, je fais face. Donc, ma plus grande peur, c'est de foutre le camp.
Mais finalement, ma plus grande énergie me vient du fait d'avoir été obligée de foutre le camp. Super, intéressant. Est-ce que vous pouvez me partager un livre qui vous a particulièrement marqué et pourquoi il vous a marqué? En fait, le livre qui m'a le plus marqué, quand même, c'est ce livre que j'ai écrit, c'est 3 kiffs par jour. Alors, c'est pas du tout du point de vue, je vous dis pas ça parce qu'il est intéressant. Oui, bien sûr. Je vous dis ça parce qu'il m'a poussé à un exercice dont je ne me savais pas encore capable et qui m'a donné une voix. Quand je dis une voix, c'est à la fois le VOIX, mais VOIE aussi. Bien sûr. C'est-à-dire que je ne soupçonnais pas à quel point cet exercice qui était difficile, c'était hyper difficile, était en fait en train d'ouvrir une gigantesque porte. Donc même pour moi, dans la façon dont j'ai pu l'exprimer, ça m'a permis de comprendre que juste me mettre et me tenir à ma place, qui est celle d'une découvreuse, enfin je vis ma vie en fait, mais d'avoir un tout petit périscope qui me permet de raconter ce que j'ai fait est suffisant pour partager une information. Et ça, je ne le savais pas. Peut-être si je l'avais su plus tôt, ça m'aurait épargné quelques burn-out. Mais en tout cas, voilà, ça a une vraie différence. Ça fait une vraie différence dans ma vie. Donc, je remercie ce livre-là. Super. Quel est le meilleur conseil qu'on vous ait donné? Que si quelque chose ne marche pas, il faut s'y prendre autrement. Et que se taper toujours la tête dans le même mur, comme nous avons tendance à le faire, on a tendance à recommencer, à répéter, parce que c'est ça qu'on connaît. D'ailleurs, c'est un truc que Tony Robbins avait dit. En gros, que si on ne change rien, ça ne changera pas. Donc, il faut bien se dire que si on a besoin que les choses soient différentes, il faut s'y prendre autrement. Et parfois, ça peut être très simple. J'ai souvenir comme ça, justement, pendant mon deuxième burn-out. Une des choses que j'ai réalisées, c'est que j'avais besoin d'être beaucoup plus souple que je ne l'étais, pour pouvoir faire face à donc toute cette nouveauté et toute cette insécurité. C'est-à-dire que tant que j'aurais figé, c'était pas possible. Donc, ne sachant absolument pas comment faire, je me suis inscrite à un cours de yoga en me disant peut-être qu'en passant par le corps, ça marchera. Super. Et ça a marché. Donc voilà, c'est une façon de faire autrement. En tout cas, j'ai introduit quelque chose de neuf sans savoir ce que ça pouvait apporter. Donc ça peut être tout con, on peut manger autre chose, enfin j'en sais rien. Oui, c'est vraiment de contourner les problèmes. Après, ça peut être aussi rien que parler à une personne qui ne comprend pas, d'essayer en fait d'autres méthodes de communication. Absolument, ça c'est une autre chose que j'ai apprise, c'est que personne n'est bouché. On ne leur a juste pas encore expliqué de manière à ce qu'ils puissent le comprendre. C'est ça. Et comment est-ce que vous progressez de manière personnelle? Qu'est-ce qui vous fait grandir? Les gamelles. Vraiment, c'est-à-dire que c'est de trébucher, c'est de me tromper, c'est d'observer, c'est de ressentir, c'est d'avoir envie de chialer, c'est d'avoir envie de ne plus chialer, c'est en tout cas, c'est évidemment dans ces espèces de grands virages que j'ai le plus appris. Mais sinon, au quotidien, je regarde à peu près tout avec des yeux très grands ouverts. La comédie humaine, ce que j'appelle la comédie humaine, c'est-à-dire que en observant les gens qui sont autour de moi un peu comme des personnages de série, ça m'apprend aussi beaucoup. Surtout, bien sûr. J'ai un plaisir immense à regarder le monde comme au travers d'une focale en fait, et ça m'aide à apprendre des trucs. Et du coup, ça rejoint votre super pouvoir de la curiosité. Oui, probablement. D'avoir un tout petit peu de distance par rapport à ça et de dire bon allez, je regarde ça. C'est mon petit périscope en fait. Ça. C'est ce périscope qui regarde d'au-dessus et qui me raconte l'histoire à sa façon. Quel est votre moteur? Qu'est-ce qui vous fait lever le matin? Alors la curiosité, voilà, ça c'est ce que j'ai identifié parce que j'ai cherché justement, je viens de sortir un livre qui s'appelle Bloom, écrire pour s'épanouir et kiffer, où vraiment l'écriture a pris une place importante dans la transmission possible, enfin comme je vous le disais, cette position de venir raconter qui est pour moi assez confortable et plaisante et qui a l'air utile surtout, donc pourquoi s'en priver. Puis demandé à cette occasion comment on trouvait sa vocation et c'était quoi une vocation, et en me demandant mais finalement est-ce que ma vocation c'est plutôt l'écriture, est-ce que ma vocation c'est plutôt la scène, est-ce que ma vocation c'est plutôt j'en sais rien, et en fait je me suis rendu compte que c'était rien de tout ça. Ma vocation, donc ce qui en effet me fait me lever sans effort, c'est la curiosité, c'est d'aller apprendre, découvrir, goûter quelque chose. Au restaurant je vais toujours prendre le truc que je ne connais pas, c'est pas souvent bon et les gens qui me connaissent bien se moquent souvent de moi en me disant mais pourquoi t'as encore pris ça, tu sais que ça allait être dégueulasse, mais je connaissais pas. Non mais je vous comprends très bien, je suis pareil. Voilà, ça fait faire plein d'erreurs aussi, mais peu importe, c'est comme ça, c'est mon mode de fonctionnement. Super. Quelle est votre définition de la réussite? Alors ça, c'est une citation que j'ai lue
et je ne sais plus à qui l'attribuer. Je n'ai aucun souvenir des noms. Je me demande si ça n'est pas peut-être Marguerite Duras, qui disait que la réussite, c'est quand on fait une proposition au monde et que le monde est d'accord. Génial. Et j'aime beaucoup cette idée-là parce que je crois que en tout cas pour moi, il est très difficile de savoir ce qui réussira ou pas. Mais en tous les cas, sans essayer, on n'a pas proposé. Et donc, sans proposer, ça ne peut pas réussir. Et parfois, ça ne marchera pas. Mais quand ça marche, voilà, c'est une proposition qui a été acceptée. Vous, quand est-ce que vous pouvez vous dire, par exemple, que vous avez réussi? Quand quelqu'un rigolait. Donc voilà, donc j'aurais contribué à votre réussite. J'adore ça. C'est génial. J'adore. Florence, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter ou un conseil à donner aux auditeurs? Alors, je vais vous le dire en anglais parce que c'est plus joli, mais évidemment, on va le traduire après. This too shall pass. C'est-à-dire que même ça va s'arrêter. Ouais. Quand on se sent à côté de ses pompes, quand on se sent à côté de la plaque, quand on se sent en dehors du coup, quand on se sent paumé, quand vraiment on s'acharne pour essayer de se retrouver, la roue tourne toujours. Et elle tourne dans les deux sens. Une fois de plus, je suis là confrontée de nouveau à cette roue qui a tourné alors très rapidement, sans prévenir. Donc ça tourne dans les deux sens, mais je sais que même ça passera. Bien sûr. Alors, juste une chose quand même pour revenir à cette psychologie positive, il arrive dans ces moments de doute extrême que nous ayons besoin d'aide. Ah oui, complètement. Et ça n'est pas vrai qu'il faut absolument s'en sortir tout seul et que c'est ça, pas du tout. On peut être aidé sur le plan psychologique, on peut être aidé sur le plan tactique, on peut être aidé sur le plan des connaissances. Il faut pas se dire qu'on a besoin de faire face à ça complètement tout seul, au contraire. On est peut-être mieux armé à plusieurs. Donc, quelle que soit la méthode, y compris si ça suppose du soin et du vrai soutien, ça aussi, ça va se terminer. Et on va arriver ailleurs et on va atterrir ailleurs et c'est un processus et c'est une courbe qui monte et qui descend, qui monte et qui descend, qui monte et qui descend. Et elle ne fera que ça jusqu'au bout. Je crois que il y a quelque chose de particulier dans ces moments-là, c'est que au moins la promesse d'un moment aussi difficile, c'est que ça va aller mieux. Alors que quand tout va bien, le risque, quand tout va bien, c'est que ça s'arrête. Donc je trouve qu'on est presque plus fort dans ces moments où on se dit que la perspective, c'est que ça va s'arranger, parce que c'est quand même plus kiffant de se dire que ça va s'arranger plutôt que tout risque de redégringoler. C'est une belle façon de voir les choses. Et si les auditeurs veulent vous joindre ou veulent vous suivre, où est-ce qu'ils peuvent le faire ? Alors, le moyen le plus simple, il y a un site internet qui porte mon nom, qui s'appelle florenceschreiber.com, en un seul mot. Et là, vous trouvez absolument tout ce que j'ai écrit, tout ce que je fais, tout ce que j'ai créé une académie en ligne où on peut justement apprendre la psychologie positive, on peut s'inscrire à un atelier d'écriture Bloom. Super. C'est là que vous suivez tout, c'est là que vous savez où et quand j'interviens, sur quoi et comment, c'est là que je relais ce que j'écris, ce que je dis, ce que je vis. Et les réseaux sociaux, bien sûr, mais ça, je dirais que c'est plus anecdotique et c'est un langage, les réseaux sociaux qui est amusant à manier, mais ça n'est vraiment qu'une partie de la grammaire globale. Complètement. De toute façon, je mettrai toutes les notes de votre site internet, vos liens de réseaux sociaux, etc. Sur les notes de l'épisode. En tout cas, merci beaucoup Florence, c'était génial. Je me suis éclatée. Bonne chance à tous, hein. C'est une grande aventure et ces espèces du saut en font partie. Il y fait très sombre, il y fait très frais, mais de toute façon, dans le saut, la lumière est toujours vers le haut, quoi. Bien sûr, c'est ça. Ouais. Bah, sur ces belles paroles, je vous remercie encore. Merci Amber. À bientôt. À bientôt. Merci pour votre écoute. J'espère que cet épisode vous a plu. Vous trouverez toutes les références dont on a parlé sur le descriptif de l'épisode et sur le site internet. Si vous voulez me contacter pour me poser des questions, me proposer d'autres invités ou juste me dire un mot sympa, n'hésitez pas à me joindre sur les réseaux sociaux, LinkedIn et Instagram de préférence, sur le pseudo @gatemery ou sur le site internet www.gatemery.com. Je serai ravie de vous lire. Dernière chose, très très importante pour moi, c'est de m'aider à faire connaître ce podcast en mettant une note 5 étoiles sur Apple Podcast. Pourquoi Apple ? Ça permet aux autres de découvrir le podcast plus facilement. Et si vous n'avez pas iTunes, pas de problème, partagez le podcast à 2-3 amis, peut-être que ça pourra les aider et vous me soutiendrez par la même occasion. N'oubliez pas de vous abonner à votre plateforme d'écoute préférée pour ne pas rater les prochains épisodes. Portez-vous bien et je vous dis à la semaine prochaine.